Donc, bonjour à tous. Merci. Donc, effectivement, je suis Thomas Ledoux, je travaille au DSI de la Bibliothèque nationale de France. J'ai eu l'occasion de essentiellement travailler sur le numérique de façon générale. Pas très électronique. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter, je pense que ça devrait bien marcher. Voilà, donc j'ai un ordre du jour en 3 points. Donc, vous faire un rappel, plutôt une mise au point terminologique pour qu'on partage finalement le même vocabulaire, ce qui est toujours plus facile. Puis je m'appuierai plus sur les questions effectivement qu'on a pu voir déjà ce matin de granularité et de changement d'échelle et ce que ça implique dans les pratiques courantes. Je suis aussi là pour être un peu disruptif, puisqu'on est dans la disruption. Donc je vais avoir forcément une dérive, un biais très bibliothécaire, mais bon, ça ne devrait pas poser de problème. Donc la première question qui se pose à nous, c'est l'enjeu de cette préservation numérique et le fait qu'un document numérique, puisque ce n'est qu'un train de bits, donc une succession de 0 et de 1 qui n'ont pas de sens, que le document soit sur support ou dématérialisé, ne peut avoir d'existence et de sens, comme on l'a vu précédemment, que s'il est accompagné, instrumenté de métadonnées. C'est un document, donc un fichier ou un support informatique n'a vraiment de sens que si vous comprenez comment il peut s'interpréter, comment il a été fabriqué et ce pourquoi il doit, ce qu'il nécessite pour être opéré finalement. Et cela a une implication directe sur le fait que pour pouvoir envisager cette préservation numérique, cet archivage numérique, il nous faut des normes, il nous faut un langage commun. Sinon, on ne sait plus ce qu'on manipule, on ne manipule que des 0 et des 1 et ça ne fait pas sens. Donc, je vous ai mis un certain nombre de normes qui nous servent couramment pour s'exprimer. Et ces normes, elles ont deux intérêts. Évidemment, elles nous posent les choses sur lesquelles on veut travailler, mais elles vont nous permettre également, comme je vous le disais tout à l'heure, de partager un vocabulaire et de savoir de quoi on parle. Il est effectivement assez facile ou assez courant de finalement dire on va verser un document, on délimite ce document à cet endroit-là sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et ces normes, elles nous servent effectivement à donner sens aux différentes opérations et elles répondent quelque part à la question de l'opacité de l'algorithme, puisqu'effectivement, si ce sont des machines qui opèrent, elles doivent opérer dans un cadre et ce sont les normes qui définissent ces cadres-là. Donc je vais principalement insister sur ma norme préférée, n'est-ce pas, l'OAIS, qui a plein de vertus, n'est-ce pas? Mais la principale vertu, me semble-t-il, qu'elle a, c'est celle de nous obliger à nous poser la question du cycle de vie de l'information, et donc de nous obliger à voir que ces différents moments de l'information, elles vont impliquer des points de vue différents sur quelle est l'information qu'on cherche à transporter, et quelle est l'information qu'on cherche à préserver, quelle est l'information qu'on cherche à diffuser. Donc c'est vraiment ces 3 moments-là sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir définir et répondre aux questions qu'on se pose ce matin de granularité et d'effet d'échelle, puisque les réponses à ces questions-là sont évidemment de nature différente selon où elles se placent. Et pour finir, alors là évidemment je vous brosse sur l'OAIS comme on l'a jamais fait en 10 minutes, on peut y passer des journées. Le deuxième point très important, et ça je pense que ça a déjà été évoqué, effectivement, c'est le fait qu'on ne considère pas le document numérique pour lui-même, on considère plutôt l'information qu'il transporte en lui. Donc ce qui va nous intéresser, c'est l'information qu'il y a dans ce fichier numérique, dans cette information numérique. Et donc, comme je vous dis, elle doit forcément être équipée, c'est toute la partie bleue que vous voyez sur le diagramme, elle doit forcément être équipée de métadonnées, c'est-à-dire de données qui définissent le contexte, comment il est interprété et ce qu'on peut en faire. Donc, si vous n'avez que les fichiers, la partie du bas, vous n'en faites rien, il faut bien qu'il soit outillé, instrumenté par l'ensemble de ces métadonnées. Et on en vient donc à la question de la transparence et de la confiance. Donc encore une fois, effectivement, ces données numériques sont manipulées par
par des machines, par des algorithmes, mais toute cette information, elle doit être sous le contrôle de l'humain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça veut dire que vous devez à tout savoir ce qui se passe, comment ces informations sont interprétées, comment elles sont transportées et comment elles sont exposées et quel est finalement leur sens, leur but. Donc ça c'est un point, me semble-t-il, capital, et ça vient directement de la nature même du document numérique. Le document numérique, pour qu'il soit visible, il faut un intermédiaire qui est la machine. Sinon, voilà, c'est juste des octets. Donc il est important que cette façon de manipuler l'information, cette façon de décrypter l'information ou de la transformer, elle soit explicite et elle ne reste pas cachée ou obscurcie. Et comme j'indique à la fin, la réponse à cette question de la transparence, elle n'est pas univoque, forcément. Elle va dépendre du contexte, encore une fois, du moment sur lequel on parle. Donc si on est dans l'instant du versement, de l'archivage ou de la diffusion. Et elle va dépendre évidemment donc à un autre point de la communauté des utilisateurs, c'est-à-dire de l'intention que vous avez par rapport à ce document, ce que vous comptez en faire. Et chez nous en particulier, donc là je vais un peu biaiser mon discours par rapport à mon expérience, elle passe par la négociation. C'est-à-dire que l'interprétation d'un document, un document n'est pas collecté ou archivé pour lui-même, il est archivé dans un contexte, qu'il soit juridique, légal, de complétude, enfin celui que vous voulez, mais il est forcément lié à un contexte et il s'inscrit dans une démarche qui doit être contractualisée pour que le document numérique fasse sens et puisse être utilisé. Alors cette contractualisation, elle peut être assez triviale. Je veux dire par là qu'elle peut se contenter de dire je n'accepte des documents que dans certains formats, ou elle peut être plus abstraite. Elle peut être là, et c'est là qu'on va rejoindre un peu les problématiques d'aujourd'hui. Elle peut nous dire quel est le grain sur lequel on travaille. C'est bien dans cette contractualisation-là qu'on peut dire est-ce que ce qui fait sens pour moi, c'est une image ou est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un document ou c'est un dossier? Des choses comme ça. Donc ça doit être aussi contractualisé. Quel est le niveau d'intérêt et d'information que vous portez? Donc là, on est allé dans des normes assez abstraites, on va dire. Voilà. Et donc, je voulais mettre l'accent sur une norme qui me semble intéressante parce qu'elle est assez opérationnelle. Donc, c'est la norme prémisse. Donc, parmi les innombrables schémas de métadonnées XML. Donc, prémisse, c'est pas vraiment un schéma XML, c'est surtout d'abord un dictionnaire de données dédié à la préservation. Et l'intérêt de ce standard, c'est qu'il définit en particulier une notion qui me semble assez importante, qui est l'entité intellectuelle. Et donc j'ai essayé de faire une traduction évidemment mauvaise de l'anglais. Donc par entité intellectuelle, on entend une création intellectuelle ou artistique. Et alors là, l'anglais utilise le mot distinct. Donc je n'ai pas su traduire, donc qui est distinct, différencié, distinguable, voilà, qui est considérée comme pertinente pour une communauté désignée dans le contexte de la conservation numérique. Une entité intellectuelle peut évidemment inclure d'autres entités intellectuelles. Donc c'est bien la question de l'entité intellectuelle, c'est-à-dire du grain qu'on cherche à préserver parce qu'il fait sens, qui va nous intéresser ici. Donc si je reviens à ce fameux grain, comment on considère donc, la bibliothèque, donc on a décidé de faire les choses assez pragmatiquement et donc de dire s'il y a grain, il y a paquet. Et donc, encore une fois, ce paquet, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des fichiers, donc des documents numériques, auxquels on adjoint donc un manifeste, un ensemble de métadonnées. Donc ça, il ne faut jamais expliquer. Et le point capital, évidemment, de cette chose-là, c'est que ce paquet doit être complet et autonome. Donc l'idée étant, dans l'abstrait, que si vous retrouvez un paquet qui traînerait dans le coin, vous le prenez et il fait sens, vous pouvez l'interpréter. Il est aussi autonome que peut l'être un livre ou un disque, ou des choses comme ça. Donc c'est très important de garder cette atomicité du paquet, en tout cas en ce qui concerne l'archivage. Donc finalement, qu'est-ce qu'on préserve? On préserve, donc c'est effectivement des fichiers numériques, évidemment, un certain nombre de fichiers numériques. Donc là, j'ai pris l'exemple du livre numérisé.
une description. Effectivement, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne va pas aller très très loin. Et puis toute la partie structure physique, structure numérique, et puis l'ensemble des opérations qu'on réalise dessus. Et l'idée qu'on cherche à faire émerger, c'est de faire que, pour tout document numérique, né numérique ou numérisé, on puisse appliquer ce même schéma. Et dans un premier temps, on a défini 4 niveaux de granularité pour un document numérique. Alors, je vais commencer au hasard, au milieu, par le groupe. Donc vous remarquez qu'on utilise des termes aussi dénués de sens que possible, puisqu'effectivement, on va voir que selon l'intention, on va mettre ces niveaux de granularité à des niveaux différents. Donc ce qu'on appelle le groupe, dans notre vocable, il s'agit donc de définir finalement l'entité intellectuelle, l'élément qu'on va vouloir préserver. Donc le paquet qui va contenir l'ensemble des documents numériques, des fichiers numériques qui vont constituer donc cette entité intellectuelle. Évidemment, ce groupe peut se décomposer en objets, c'est-à-dire en éléments, en parties élémentaires du document, qui eux-mêmes sont représentés sous forme de fichiers, un ou plusieurs fichiers pour un même objet. Et puis, comme on est dans une bibliothèque, on a évidemment besoin de mettre les choses ensemble, de hiérarchiser. Donc, on a inventé le set qui permet de hiérarchiser cet ensemble de documents numériques. Donc, ça marche assez bien pour des documents classiques comme le livre, par exemple. Donc, des groupes, c'est des livres. Et puis, si vous avez des livres en plusieurs volumes, vous faites un set pour regrouper tous les volumes d'un même livre. On peut imaginer que ça marche aussi pour les archives. Vous pouvez imaginer que vous mettez le grain au niveau du dossier administratif, par exemple. Donc c'est un choix, évidemment. Et puis vous allez faire donc des sets qui vont représenter des séries administratives, par exemple. Donc ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas dans les cas, on va dire, triviaux. Mais évidemment, on tombe tout de suite rapidement sur des cas plus compliqués. Donc là, c'est le cas du périodique. Donc vous avez plusieurs fascicules. Si je peux bouger la souris, oui. Donc vous avez plusieurs fascicules, donc plusieurs groupes. Et on va les rejoindre dans un même set qui va représenter donc le titre de périodique. Et donc chacun de ces groupes, évidemment, sera composé de plusieurs fichiers, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis on arrive à des exemples plus compliqués. Par exemple, les périodiques multimédia multisupports. Pour expliciter mon propos, c'est par exemple la méthode assimile. La méthode assimile a le mauvais goût donc de paraître régulièrement, de façon périodique, et d'embarquer éventuellement plusieurs supports. Donc classiquement un fascicule et un CD, un fascicule et plusieurs cassettes, etc. Donc la question c'est où on va encore placer le grain, et là encore une fois, le grain aujourd'hui, donc nous on le place au niveau de chacun des supports. Donc on va faire un groupe par support, donc un CD, une cassette, une deuxième cassette, un fascicule. On va créer un premier set pour mettre ensemble les choses qui font un fascicule, donc une édition. Et enfin, on va faire un superset, ou un set de set, pour remettre ensemble l'ensemble du titre, donc la méthode assimile elle-même. On voit que ça continue à relativement bien fonctionner. Et puis on a des cas encore plus compliqués. Ça, c'est la représentation sous forme d'archives. On a des cas encore plus compliqués quand on cherche à collecter le web. Donc le web, c'est une espèce de chose infâme, qui n'a pas de forme, pas de délimitation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter en surface le web, aller chercher chacune des pages, chacune des images. Et donc là, on va décomposer la vision de ce qu'on a collecté. D'abord dans le travail qui est fait par les robots de collecte, ce qu'on appelle le WARC de données. WARC, c'est un format de fichier qui permet d'embarquer des données. Donc là, on est au niveau du groupe. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a toujours pas de sens d'archiver sans avoir l'intention de l'archive. Comment on l'a fait et pourquoi. Donc le comment on l'a fait, on crée ce qu'on appelle des WARC de métadonnées. Donc on va on va créer d'autres groupes qui vont contenir l'ensemble de ce que le robot a fait, la façon dont il a été paramétré, par quel site il est rentré, la fréquence de moissonnage, etc. Et donc on va mettre tout ça également dans une archive, parce qu'il est tout aussi important d'avoir les données que d'avoir la façon dont on les a collectées.
vous le savez probablement, un site web ne répond pas de la même façon selon comment vous l'abordez, ce qu'il regarde, qui vous êtes, est-ce que vous avez Firefox, est-ce que vous avez un Mac, est-ce que vous avez un portable. Donc, toutes ces données-là sont importantes pour savoir la donnée qu'on va produire et comment on peut la réinterpréter. Évidemment, parce que le but après, c'est de diffuser. Pour la diffuser, il faut qu'on sache comment la collecter. Et enfin, on va créer donc un niveau 7, donc ça parlait, qui est ce qu'on appelle l'ensemble à collecter, c'est-à-dire pourquoi on l'a collecté. Est-ce qu'on a collecté, je sais pas, une campagne électorale? Est-ce qu'on a collecté les sites d'un périodique particulier? Est-ce qu'on a collecté sur le thème des sports ou des Jeux Olympiques, etc. Donc le pourquoi de cette collecte. Et donc on va mettre tout ça dans des paquets d'archives, n'est-ce pas? Donc on aura nos groupes et puis nos sets. Et après on va créer des liens qui sont évidemment faits par des métadonnées, hein, toujours, c'est bien. C'est pour ça que je dis que toute la compréhension et la connaissance de ces données d'archives passe par l'imbrication entre les données et les métadonnées elles-mêmes. Donc on va créer un réseau de liens entre tous ces paquets pour donner sens à cette collecte et pour quelque part pouvoir ensuite les diffuser de façon plus pertinente. Alors là, je vous ai beaucoup parlé du grain au niveau du paquet d'archives. Mais, je vous l'ai dit auparavant, il faut également regarder le grain dans l'ensemble du cycle de vie de l'information. Et donc aussi regarder le grain et comprendre que le grain du paquet d'information n'est pas le même selon le moment. Par exemple, donc toujours dans le cas du périodique, donc quand on va verser, donc à travers un paquet d'informations de versement, un paquet au système, hein, donc il aura le grain de la collecte finalement, et donc il va pouvoir donner lieu soit simplement à un paquet d'archives, hein, ça c'est le cas on va dire facile, hein, soit on va pouvoir partir d'un paquet de versement et en fabriquer plusieurs paquets d'archives qui ont chacun un sens différent. Il faut bien comprendre que selon, donc évidemment le paquet de versement il est directement lié à la façon dont on collecte l'information, hein. Dans des cas encore plus disruptifs, par exemple, on parlait des objets connectés, le paquet de versement, ça va être donc des journaux, des informations directement faites par les capteurs. Après, la question de savoir est-ce que vous archivez à la semaine, au mois, à l'année, etc., c'est une autre question. Donc, rien ne vous empêche de collecter à la journée et de faire des paquets qui sont, par exemple, annuels, etc. Donc on voit bien qu'il y a bien des grains et de l'information qui est différente. Et pourquoi elle est différente? Elle est différente parce que vous avez une façon de collecter. Et elle est différente parce que vous avez un sens dans votre archive et que vous voulez lui donner une certaine structure qui fait que vous avez des différences. Je vais vous prendre un cas un peu différent, c'est intéressant, là on est plutôt dans le moment de la diffusion. Et j'ai voulu prendre un exemple un peu changeant. Donc je ne sais pas si vous connaissez le projet Wikisource. Le projet Wikisource cherche à transcrire l'ensemble des œuvres. Et alors ce qui est intéressant dans Wikisource, enfin, ce qui m'a semblé intéressant en tout cas, c'est que donc on part d'un exemplaire numérisé pour lequel on va fabriquer des pages, hein, donc on fait une transcription à la page à page. Hein. Donc c'est une transcription assez brute, avec correction, donc généralement on est aidé par un OCR, hein, donc l'OCR fait la moitié du travail et puis l'autre moitié est faite par un humain, donc il y a déjà une coopération, j'ai envie de dire, entre l'humain et la machine. Et après, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que cette transcription page à page, elle est transformée, donc par une opération qu'on appelle une transclusion, qui est donc on prend un morceau de l'information qui a été mise dans la page, et on les concatène pour en faire autre chose, et pour reconstituer du sens. Donc la transclusion classique, c'est de faire des chapitres, hein, donc rechapitrer, donc de faire une page web par chapitre. Donc on voit bien qu'on transforme donc un objet numérisé qui est un objet page à page en un objet qui devient des chapitres. Donc on change bien dans la nature de l'information pour présenter des œuvres finalement. Donc cette opération-là, elle va transformer un exemplaire particulier en ce qu'on voudrait être l'œuvre d'un auteur. Et là, j'ai pas pris l'exemple, mais il y a un exemple très intéressant, c'est par exemple les anthologies. Quand vous transcrivez les anthologies, donc généralement une anthologie c'est un seul livre qui contient plein de poèmes. Hein.
Au final, le résultat dans Wikisource, c'est autant d'œuvres qu'il y a de poèmes. Donc vous partez d'un exemplaire unique et vous arrivez à une centaine d'œuvres qui sont le poème, enfin les différents poèmes qu'il y a dans l'anthologie. Vous voyez bien qu'on change de niveau de grain, on passe d'une unité, on va dire, d'archives uniques à N données de diffusion, qui vous montre bien que finalement, encore une fois, selon le contexte, le grain n'est évidemment pas le même, puisque ce n'est pas l'intention qui est la même. Un exemple un peu plus, encore plus disruptif peut-être sur ce grain, là on va évoquer donc, les algorithmes et des choses comme ça. Donc là c'est plutôt un outil de recherche qu'on réalise actuellement. Donc on part de notre bibliothèque numérique et on se sert donc d'un protocole de diffusion qui s'appelle I3F, qui permet donc de diffuser des morceaux de pages ou des morceaux de façon commune. Et on se sert de cet outil-là et des outils de machine learning pour extraire de l'information, donc des pages, de documents numérisés, pour en extraire de l'information classifiée. Donc, par exemple, sur les journaux de tranchées, des choses comme ça, on a pu donc extraire tout ce qui était les personnes, les lieux, les objets, etc. Et donc on en a fait un formulaire de recherche qui va nous permettre de reconstituer finalement de nouvelles collections. Donc on part de collections numérisées, encore une fois, où on a des atomes très très bien distincts, puisque ce sont les atomes de la production de l'époque, et on en fabrique une collection virtuelle, qui est une collection finalement, alors là je crois que j'ai pris l'exemple des avions, donc de l'ensemble des images d'avions qu'il y a pu y avoir dans les périodiques. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que cette collection-là n'existe pas, en quelque sorte, sans l'autre, sans la collection d'archives. On a bien donc encore une fois, deux différents grains. Un grain qui est le grain du document d'archives, celui qui ne va pas bouger, quelque part, qui fait une espèce de, comment dirais-je, de référent, puisqu'il doit bouger. Et puis ensuite, on en extrait de l'information pour en refaire autre chose, qui fait un autre sens pour un autre besoin. Donc ça, c'est encore une fois, il y a aussi la problématique de qu'est-ce qu'on veut en faire et pour qui c'est destiné. Alors, je ne sais pas qui est intéressé par les collections d'avions, mais voilà, il y a probablement une communauté sur la question qui est intéressée sur l'évolution de l'aviation, sur comment elle est représentée, etc. Et donc, elle sera plus intéressée par cette collection-là que par l'ensemble des périodiques qui ont pu être édités entre 14 et 18. Donc, vous voyez qu'encore une fois, le grain n'est pas le même, et finalement, cette collection-là, elle peut évoluer au fil de l'enrichissement de la première collection. Je pense que je retiens pas la même chose. Ah oui, alors, un autre point qui m'a amusé, on va dire, quand j'ai pu préparer cette présentation, je me suis rendu compte quelque part qu'on redéfait toujours les mêmes choses. En bibliothèque, en général, quand on conserve des périodiques, ce qu'on commence par faire, ce sont des unités de conservation. Et ça consiste à faire quoi? Ça consiste à prendre les différents fascicules et à les relier ensemble pour avoir des unités qu'on peut conserver plus facilement. Donc, que ce soit un volume par mois ou un volume par année, selon les... Donc, on fabrique ces espèces d'unités de conservation. Et la première chose qu'on a fait quand on les a numérisées, c'est qu'on a cassé la reliure, en quelque sorte. On les a renumérisées aux fascicules. Donc, on a eu besoin, parce que ça faisait sens et c'était plus pratique, c'est là où, encore une fois, le grain de l'archive est important, on est revenu au fascicule qui était celui de la production initiale, finalement. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a rien trouvé de plus amusant que pour la diffusion de reconstituer donc le périodique, c'est-à-dire finalement de refaire une grosse reliure pour mettre toute cette collection ensemble, donc pour pouvoir la présenter donc sous forme de calendrier. Et en même temps, et alors c'est peut-être là que c'est différent dans le numérique qu'ailleurs, non seulement on a reconstitué cette grande collection, et en même temps on l'a décomposée en éléments extrêmement élémentaires qui sont par exemple les illustrations dans chacun des périodiques, ou les pages de publicité, ou les lettres des lecteurs, etc. Donc on peut à la fois avoir une vision extrêmement synthétique et en même temps une vision extrêmement granulaire. Et toutes ces choses-là existent en même temps. Donc on a à la fois le grain de l'archive et puis on a le grain de diffusion qui peut être de très très différents niveaux selon l'intention, encore une fois, de la communauté utilisateur qui va l'utiliser. Voilà.
Et alors, ce phénomène-là existe aussi dans les métadonnées. Hein. Donc on l'a vu, encore une fois, le document numérique n'existe que parce qu'il est équipé de ces métadonnées, donc en général, à chaque document numérique, enfin à chaque groupe, donc à chaque paquet d'informations archivées, on va dire comme ça, on accompagne de métadonnées. Alors ces métadonnées, c'est très bien, parce qu'elles vont bien suivre le document, donc on va bien avoir notre atome et on va pouvoir l'interpréter. Simplement, pour pouvoir manipuler ces archives-là, on va avoir besoin d'éclater cette information-là. Donc ne plus avoir une vision granulaire au sens du paquet d'archives, mais on va avoir besoin d'avoir la vision de la collection entière. Et pour ça, on va être obligé d'exploser cette métadonnée en autant de métadonnées nécessaires. Donc on va être obligé de passer d'une vision, je vous l'ai dit, paquet d'archives à une vision collection d'archives. Et ça, on le fait à travers donc, une modification finalement de la vision de cette information. Et encore une fois, l'un existe avec l'autre. Hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien l'un et l'autre, parce qu'elles ne répondent pas aux mêmes besoins. Donc si maintenant on passe à la problématique du changement d'échelle, hein, qu'est-ce que nous dit quelque part le passage au numérique? D'abord évidemment on a affaire à une collection extrêmement diversifiée. Donc le numérique c'est adresser à la fois le texte, l'image, le son, les monnaies, les cartes, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc du fait qu'on va travailler sur le numérique, on ne va pas pouvoir se cantonner à un type de document, parce que les documents sont de plus en plus intermêlés, enfin, il n'y a plus de frontières claires. Et évidemment, non seulement il n'y a plus de frontières claires, mais les chiffres sont passionnants, hein, tout de suite dans le million, dans le millier. Et là encore, je vous parle, ici, donc là vous avez les chiffres de Gallica, je ne vous parle que des documents numérisés. Et peut-être une deuxième révolution qui arrive, à notre sens. Donc là c'est la publicité, mais j'ai pas assez, on en reparlera. Donc il y a deux problématiques. Une première problématique qui est la question de la volumétrie unitaire, avec, j'ai envie de dire, la course à la résolution. Donc de plus en plus, les documents qu'on va produire ou qu'on va collectés sont de plus en plus gros, unitairement, parce qu'on veut avoir des choses de plus en plus précises, de plus en plus belles. Vous avez pris l'exemple, effectivement, de la numérisation qu'on faisait à l'époque, quand je suis rentré à la BNF. C'était horrible, vous voyez rien. Donc évidemment, on a dû passer à la couleur, en 400 dpi, etc. Et puis surtout pas de compression, parce que c'est un document d'archive, donc il ne faut pas compresser. Mais alors là, on a eu un gros problème, c'est qu'on a multiplié par 400 la taille de notre document, de la page. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas soutenable. Donc on est revenu à des choses un peu plus raisonnables en acceptant de la compression. Donc ça répond uniquement à la question de la soutenabilité de l'archive. Mais effectivement, donc il y a une tension évidente entre la nécessaire précision de l'information, hein, ne pas perdre l'information qu'on voulait, en particulier qu'on veut numériser, et puis le besoin d'avoir une archive qui soit soutenable. Et puis il y a un deuxième phénomène, hein, qui est le phénomène de l'accroissement en nombre, donc unitairement. Donc là je donne les chiffres de la BNF évidemment, pour ce qui peuvent être représentatifs, je ne sais pas. Donc on a la chance de pouvoir faire de la numérisation de masse, hein, donc on est à peu près à 100 000 documents par an. Mais cette numérisation de masse, elle est évidemment contrainte par les moyens. Donc elle ne sera jamais exponentielle. C'est son intérêt principal. Par contre, ce qui arrive bientôt, c'est donc le dépôt légal dématérialisé, qui lui n'a pas de limite, puisqu'il s'agit de collecter tout ce qui vient de l'extérieur, et l'extérieur produit de l'information, et non seulement les gens produisent de l'information, mais les machines produisent de l'information. Donc forcément, il n'y a pas de limite. On va en produire de plus en plus. Donc par exemple, le livre numérique, qui est pourtant relativement faible en France, hein, par exemple, c'est déjà le même volume que ce qu'on sait numériser. Si on ne récupère pas le livre électronique, on n'arrivera jamais à numériser tout ce qu'on a, puisqu'il y en a autant qui rentrent qu'autant qu'on en fait, donc on ne va pas y arriver. Mais des chiffres encore plus impressionnants, ce sont les chiffres sur l'audiovisuel, hein, donc le son dématérialisé par exemple. Aujourd'hui,
quasi-totalité de la production phonographique et numérique. Donc on va voir, donc là, les chiffres qu'on nous donne sont 150 000 albums par an, donc on paraît que ce sont des chiffres bas. Donc c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Donc on va voir forcément une espèce enfin, on constate un afflux des données de plus en plus importantes qu'il va falloir gérer. Et ça passe par l'automatisation. Donc il n'y a pas de mystère, on n'aura pas assez de gens pour gérer ces flux. On a déjà du mal à gérer le papier. On ne va pas y arriver. Donc ça veut dire mettre en place donc, des processus, ce qu'on appelle business to business, donc où on va aller chercher l'information au plus près de la production chez les éditeurs. Donc je vous ai pris deux exemples. Le premier c'est la PQR, donc la presse quotidienne régionale. Donc on essaye de capturer l'ensemble de cette presse quotidienne. Donc très longtemps on a fait du microfilmage. Donc, ce qu'il faut voir de la difficulté de la presse quotidienne régionale, c'est que je crois que c'est Ouest France, c'est ça, oui. En une journée, on produit 50 éditions. Donc il faut capturer les 50, évidemment, on fait du dépôt légal. Donc pendant longtemps, on faisait du microfilmage, c'est-à-dire qu'on microfilmait d'une part, on va dire, l'édition commune à tout le monde, et ensuite on rajoutait les feuillets régionaux, enfin les feuillets locaux. Donc ça, c'est une opération qui avait un très grand coût, qui était fait d'ailleurs régionalement. Et donc là, on est passé, depuis maintenant 4-5 ans, je pense, par la collecte finalement de ces mêmes journaux qui sont publiés en ligne, donc à travers l'équivalent des collectes du web. Et on va finalement utiliser deux façons de faire. Soit on utilise des sites d'abonnement, c'est-à-dire qu'on se fait passer pour un abonné, on va capturer donc le document que vous auriez si vous étiez abonné au journal, ou alors on crée vraiment du B2B, c'est-à-dire un site spécifique qui nous est dédié pour aller chercher cette information-là. Et cette fois-ci, on va récupérer donc une information qui va nous donner de nouveau l'ensemble de ces périodiques. Et évidemment, se pose la question de la diffusion de cette information-là, puisque, comme vous l'avez vu, c'est une édition, une parution, 40 éditions, ou 50. Donc il faut à la fois montrer les jours d'édition, puis les éditions locales. Donc on est obligé de faire effectivement encore une fois, de transformer notre capture, qui est la capture de l'ensemble des éditions en une fois, en quelque chose qui est diffusable, comment dirais-je, localement, quoi, ville par ville ou région par région. Et on a également donc l'effet d'échelle sur les métadonnées. Parce qu'il faut non seulement qu'on ait capturé l'information, donc la donnée au plus près, mais encore une fois, c'est toujours le même leitmotiv, données sans métadonnées égale pas de données. Donc il faut qu'on capture la métadonnée, et comme on ne va pas pouvoir cataloguer toute cette information-là, pour le dire comme ça, on va aller maintenant de plus en plus aller chercher l'information directement chez l'éditeur. Donc vous allez voir apparaître dans le catalogue général de la bibliothèque des notices dites métadonnées fournies par l'éditeur. Donc on va les capturer directement, la métadonnée chez l'éditeur, dans son format de production. Elle sera évidemment validée par les équipes de catalogage, mais en tout cas, on va directement les récupérer parce qu'on ne peut pas faire autrement, sinon on ne peut pas cataloguer l'ensemble de cette production. Et, alors oui, donc on a le phénomène que le producteur doit nous fournir de l'information qu'on va aller finalement réaligner avec nos propres données. Mais comme on est dans un écosystème complet, on va faire également l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse diffuser cette métadonnée à toutes les populations qui en ont besoin. Donc c'est évidemment ce qu'on évoquait tout à l'heure, le mouvement de l'open link, TETA. Diffuser cette information sous le format qui est nécessaire pour la communauté qu'on vise, donc soit l'humain, une jolie page, soit la machine, donc dans des formats plus informatiques, pour justement permettre cette mobilité de l'information et ce partage de l'information, parce que la situation dans laquelle on est, les autres y sont également, donc il faut également qu'on leur fournisse et qu'on leur permette d'aligner leurs données avec les nôtres, celles qu'on a pu réussir à produire ou celles qu'on a réussi à collecter, etc., et pour qu'on puisse se partager et réussir à traiter toute cette donnée et à la fournir à des machines. Donc, ce sont des méthodes comme ça qui nous ont permis de voir ce que je vous ai montré tout à l'heure, typiquement les collections virtuelles. On les donne à des machines qui peuvent les traiter et faire de la classification automatique, des choses comme ça. Voilà, donc pour conclure, donc 3 points.
Donc insister effectivement sur la nature abstraite du document numérique. Le document numérique ne peut fonctionner que parce qu'il est dans un écosystème et qu'on a expliqué le quoi et le comment. J'espère vous avoir montré que l'archive numérique et le grade numérique est très variable. Cette variabilité, elle dépend du contexte et de la nature des collections, évidemment. Et enfin, donc, ce phénomène de changement d'échelle qui oblige d'une part à automatiser, d'autre part à partager à la fois les données et les traitements. Et on revient donc sur la question de l'opacité et de la transparence, puisque si je partage les données avec vous, vous avez besoin de savoir comment elles ont été produites, sinon vous ne me ferez pas confiance. Il ne suffit pas que je vous donne des données, il faut encore que vous les acceptiez. Voilà. Je vous remercie.